qui est pas capable de marquer un but normal, hors décision subjective, arbitraire de l'arbitre. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien messieurs, dames, on se retrouve pour la première vidéo actu de la semaine. On va essayer de commencer bien cette semaine. Alors, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, ça dépend pour qui. La semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo actu. Je vais me faire une petite semaine de vacances, on va couper, on va recharger, ça va faire du bien. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Est-ce que Marine Le Pen sera jugée inéligible pour les prochaines présidentielles de 2027? C'est là tout l'enjeu de la décision de la Cour d'appel de Paris qui sera rendue dans 3 jours. En attendant, Marine Le Pen affiche sa proximité et sa confiance envers Jordan Bardella. Mais si la justice m'interdit de me présenter à la présidentielle, c'est avec une grande énergie, moi aussi, et une grande conviction et une grande confiance que je soutiendrai évidemment tous les jours et jusqu'à sa victoire, la candidature de Jordan Bardella. Marine Le Pen et Jordan Bardella, tout sourire et côte à côte. Les deux chefs de file du Rassemblement national ont affiché une image d'unité, alors que l'incertitude plane sur la candidature de la députée à l'élection présidentielle. Devant plusieurs centaines d'élus et militants, le président du parti a renouvelé son soutien. Je veux remercier Marine pour son amitié, pour sa confiance, pour sa fidélité, lui redire que je me suis engagé pour elle, en politique, pour la voir élue présidente de la République, et j'espère bien la voir élue présidente de la République dans quelques mois. Mardi, la Cour d'appel déterminera si Marine Le Pen, condamnée en première instance pour détournement de fonds du Parlement européen, peut s'engager une 4e fois dans la course à l'Élysée. En cas d'inéligibilité, elle est prête à soutenir son dauphin. Des déclarations d'intention qui doivent aussi effacer les doutes survenus ces dernières semaines. Les deux figures du RN ont parfois adopté des positions différentes, mais les militants croient dans le duo. Marine et Jordan sont indissociables l'un de l'autre. Ils mèneront campagne quoi qu'il arrive ensemble. Les deux sont extrêmement complémentaires. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon j'ai confiance en eux et ils seront toujours soudés, donc moi je vote pour eux. Marine Le Pen devrait annoncer la stratégie définitive du Rassemblement national mardi soir, après l'annonce du jugement de la Cour d'appel. Parlons faits divers. On le sait depuis quelques temps, il y a des faits divers assez atroces en France et les Français ont besoin de justice. Réponse de la justice, libérer un homme accusé de crime par erreur. Cette affaire qui donne à nouveau le vertige, la justice qui a remis en liberté un homme dangereux, âgé de 20 ans, à cause d'un vide législatif ou en tout cas d'un flou juridique qui concerne pourtant les mineurs. Il est accusé de tentative de meurtre sur 2 victimes et par ailleurs, il s'est montré extrêmement dangereux, y compris en prison vis-à-vis de son co-détenu. Alexandra Gonzalez nous a rejoint. Bonjour Alexandra, vous êtes la chef adjointe du service police-justice de BFM TV, c'est vous qui avez révélé cette affaire. Cet homme, il n'est pas mineur. Il n'était même pas mineur au moment des faits. On a bien compris qu'il y avait un vide juridique, on va y revenir, et une sorte d'erreur dans la retransposition du droit. Mais là, il y a plein d'erreurs qui se mélangent, quoi. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, alors il se trouve que cet homme qui a 20 ans est en détention provisoire depuis maintenant 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, il a été interpellé juste après les faits qui lui sont reprochés. Il est accusé, comme vous le disiez, de tentative de meurtre sur 2 autres jeunes hommes, sur fond d'alcool lors d'une rixe dans une commune de l'Eure. Et ce jour-là, lors de cette rixe, il n'était pas tout seul, il n'est pas le seul suspect, ils sont deux personnes, lui et un autre jeune homme. L'autre jeune homme est mineur. Il était mineur au moment des faits. Et il se trouve que la justice a donc décidé de les juger prochainement ensemble devant la cour d'assises des mineurs.
Et donc il a un mineur, un majeur. Les deux vont être jugés bientôt devant une cour d'assises des mineurs. Et c'est peut-être ça la clé d'explication de l'erreur qui a été commise hier par des magistrats de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rouen. Puisque ce jeune homme, depuis sa cellule de prison, le 24 juin dernier, a fait une demande de mise en liberté. C'est son droit. Il a le droit de demander à la justice, en attendant mon procès, je voudrais de nouveau retrouver la liberté. A priori, il ne remplissait aucune condition pour être remis en liberté. Sauf que les magistrats ont visiblement considéré qu'il était mineur alors qu'il a 20 ans et qu'il avait 18 ans au moment des faits. Peut-être en lisant qu'il était renvoyé devant une cour d'assises des mineurs, peut-être mais ils la sont combien, confusion. pardon, ils sont combien à rendre cette décision? C'est pas un magistrat tout seul qui n'aurait pas eu accès éventuellement à la date de naissance du... 3 magistrats qui enchaînent à ce moment-là les dossiers de demande de mise en liberté et la procureure générale qui représente donc le parquet général nous a répondu ce matin. Donc elle, le magistrat de son parquet général avait demandé à ce que cet homme reste en détention provisoire parce que ils estimaient qu'il y avait des risques significatifs et majeurs de récidive s'il ressortait. Et elle nous répond ce matin en nous disant « Le parquet général a évidemment formé dès hier un recours, un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la chambre de l'instruction comportant une erreur manifeste d'appréciation. » Booba a planté le festival de musique des Ardentes. Samedi 4 juillet, Booba devait être sur scène, mais il a évoqué des raisons d'ordre privé pour justifier son absence. Sauf qu'en réalité, il semblerait qu'il n'est pas venu parce qu'aux Ardentes, il y a Jérém Star et le streamer Anime. Alors ça, c'est le pompon. Apparemment, Booba annule sa présence aux Ardentes parce qu'il a pas envie de croiser Anime et moi. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une connerie. Il a mis la grosse tête d'Anime dans sa story en mode ouais, le festival est tombé bien bas. Moi, je le kiffe. Anime, il est grave drôle. Il est très gentil. Enfin, je comprends pas. Et après, il y a ma tête. Enfin bref, apparemment, Booba ne vient plus au festival. Il était prévu demain parce que bah il veut pas être associé à Anime et à moi. C'est n'importe quoi. Moi, en plus, Booba, de base, je suis de son côté quand il dénonçait les arnaques et compagnie. Tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai rien conclu du tout. Et ça, c'est la journaliste de la RTBF, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui m'a appris que Booba annulait à cause d'Anime et moi. Mais c'est vrai ou pas? Ça a été confirmé par l'Ardente, ouais. Mais tu rigoles. En tout cas, il vient pas. Mais du coup, en story, il vous met toi et Anime comme principaux personnages de la raison pour laquelle il viendrait pas, quoi. Mais c'est sûr qu'il vient pas? Oui, c'est confirmé. Mais bah, il m'aime pas, apparemment. C'est pas grave, j'ai été prêt à aller voir sa presta. Bah, il y aura pas, du coup. C'est un truc de ouf, cette histoire. Ah d'accord, ma grande. Donc bah je vais remplacer Booba du coup. On m'a proposé un rap set. Donc je vais rapper. Et comme je le disais pour la RTBF, je crois, là on m'a demandé une réaction. Bah en vrai je trouve ça dommage quoi. Parce que Anime et tout, il fait des lives hyper suivis. C'est quelqu'un qui a une énorme audience. On verra si cette info se confirme et si Booba réellement annule sa présence. Mais il est bien programmé demain. Et Booba il a dit qu'il avait annulé à cause de moi les mecs. Ah je suis obligé de démentir les frères. Nous ça fait 2 semaines qu'on est au courant. Ça fait 2 semaines qu'on sait qu'il vient pas. Mais bon, faut bien trouver des prétextes hein, quand on n'a pas le courage de respecter ses fans. Voilà, force aux fans les gars, la piraterie, force à vous les frères. Moi là-bas j'en étais un aussi mais j'avoue c'est pas carré. C'est pas carré, c'est comme ça. Rebondissement inattendu dans le dossier Jubilard. Cédric Jubilard est passé aux aveux et a avoué le meurtre de sa femme. Passe aux aveux. Il a écrit une lettre à son avocat. Absolument, lui qui a toujours nié une éventuelle implication dans la disparition et dans la mort de son épouse Delphine Jubilard. Cédric Jubilard a transmis ces dernières semaines une lettre manuscrite à ses 2 avocats, Pierre et Guy Debuisson. Information révélée par nos confrères de la Dépêche du Midi. Dans cette lettre manuscrite, eh bien, il reconnaît formellement son entière responsabilité dans la disparition de Delphine Jubilard. C'était il y a désormais 5 ans. Dans cette lettre que nos confrères de la Dépêche du Midi ont pu consulter, eh bien Cédric Jubilard revient point par point sur cette soirée du 15 au 16 décembre 2020, soit la nuit de la disparition de Delphine Jubilard. Pour l'heure, Cédric Jubilard réserve les détails des circonstances de la disparition de son épouse à la justice. Voilà ce que indique l'un des 2 avocats, à savoir Pierre Debuisson, nos confrères de la Dépêche du Midi. Cédric Jubilard qui a toujours nié son implication. Vous le savez, il y a eu ce
procès en octobre dernier à Albi, où il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Ses avocates de l'époque avaient décidé avec lui de faire appel, un procès en appel qui doit s'ouvrir le 21 septembre prochain à Toulouse. Et puis pour l'heure, il y a une grande inconnue, c'est où est-ce que Cédric Jubilard a caché le corps de Delphine Jubilard. Lui explique, selon nos confrères de la Dépêche, qu'il souhaite aujourd'hui donner une sépulture à leur petit garçon. Donc place désormais à la justice, aux déclarations qu'il va pouvoir faire aux magistrats instructeurs, donc dans les prochaines semaines sans doute, avec donc de nouvelles évolutions sur le processus judiciaire. Il y a quelques semaines, il m'a dit écoutez maître, il faut que je vous dise la vérité, c'est moi. C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme. L'explication qu'il donne est la suivante. Il s'agit d'un couple qui s'est dégradé inexorablement depuis plusieurs mois, avec des tensions de plus en plus fortes. Et c'est dans le cadre d'une énième dispute conjugale que les choses ont mal tourné et que celui-ci se retrouve donc à l'origine de la disparition de sa femme. Tétanisé, quand il a repris ses esprits et qu'il a réalisé son geste, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a tout de suite pensé à ses enfants. Il n'a pas voulu leur infliger ce regard terrible, cette vision de ce corps inanimé de leur mère, et donc il s'est dit il ne faut pas qu'ils ne voient ça, donc je dois déplacer le corps. Il a pensé aussi, parce qu'il s'agit d'un être humain, mes enfants m'en voudront, ils ne me le pardonneront pas. Et donc très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, il a pris la décision de déplacer le corps de Delphine avec le véhicule, et il a déplacé ce corps dans un endroit pour lequel il nous a donné quelques précisions, mais pas beaucoup de détails. Il réserve toutes les informations, tous les détails à la justice. Il est disposé à collaborer entièrement. Et moi, à ce stade, je formule le vœu très vif qu'on puisse évidemment retrouver Delphine pour lui donner une sépulture. Il y a quelques jours, on a vu les scènes de chaos et de bagarre dans les magasins Lidl après la mise en rayon de ventilateurs et de climatiseurs. La députée Delphine Batho a décidé de saisir la répression des fraudes. La députée Delphine Batho annonce saisir la répression des fraudes après les scènes de chaos dans les magasins Lidl. On est vraiment dans un comportement qui est immoral, qui est de profiter de cette souffrance pour arnaquer les gens, pour faire des profits et pour mettre en scène une espèce d'engouement et de ruée. Delphine Batho accuse Lidl d'avoir organisé intentionnellement les tensions autour de cette vente de climatiseurs. Elle dénonce par exemple cette publicité retirée depuis par Lidl, un mème de la série Game of Thrones illustrant une scène de guerre. La parlementaire reproche aussi au groupe d'avoir profité de la canicule pour vendre plus cher ces produits très recherchés. Ça commence par là pour les clims. Ça crie déjà. De son côté, le groupe a contesté toutes les critiques. La direction a souligné que ces débordements sont restés limités à une trentaine de supermarchés sur les plus de 1500 que compte le réseau en France. Dans un communiqué, le président de Lidl France, John Paul Scali, a appelé solennellement à la responsabilité de chacun, au civisme et au respect mutuel, refusant que des comportements individuels compromettent la sécurité de ses collaborateurs. De leur côté, les syndicats de l'entreprise ont dénoncé un manque d'anticipation mettant en danger les salariés. Doucement, doucement. Oh oui, doucement, recule. Mila Jasmine, influenceuse ancienne candidate de télé-réalité, s'est pris un bouillon sur les réseaux après avoir parlé d'une situation compliquée parce qu'elle est venue en France, elle a pas ses nannies. Je vous laisse écouter. Elle est maman sans nounou. Dites-moi comment vous faites. Quel est votre secret? Non mais parce que là ça fait plus de 14 jours que je suis en France, seule avec mes 2 enfants en bas âge, 1 an et demi et 3 ans. Il faut savoir que ma fille, elle ne peut pas être sans moi plus de 2 secondes. C'est-à-dire si je vais aux toilettes, elle se met à hurler. Là je vous parle, j'ai l'impression que je suis une ado en fait qui a réussi à s'enfuir. En fait je tape que mon contenu que quand ils dorment. Et des fois je mets 30 minutes, 1 heure à les endormir. Ça veut dire qu'à la base j'ai des projets dans ma tête et tout. Mais en fait ça met tellement de temps à les endormir qu'en fait je lâche l'affaire, je lâche le projet. Non vraiment là en France je suis débordée. Ça veut dire là j'ai réussi à faire mes cheveux parce qu'ils dormaient. J'ai pas l'habitude de ce mode de vie. J'ai pas l'habitude moi de pouvoir juste aller faire pipi quand mes enfants dorment. Non vraiment voilà. Sinon j'espère que vous allez bien. Bon c'était évident qu'elle allait se faire déchirer sur les réseaux. La vérité c'est qu'elle est pas habituée à voir ses enfants. Il y a toujours des nannies en permanence. Donc toutes les problématiques qu'ont les mamans, on va dire classiques, elle ne les a pas, et quand elle est en vacances en France, qu'elle est seule avec ses enfants, elle est complètement perdue.
Et en fait, je pense que le fait d'avoir des nannies aussi, ça conditionne les enfants parce qu'ils ont toujours ce besoin d'avoir quelqu'un qui fait des choses pour eux. Tu les habitues pas à devoir se débrouiller par eux-mêmes à certains moments, même si 1 an et demi, 3 ans, c'est petit. Mais voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont des enfants, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, bah, force à toi, Mila, dans cette épreuve. Hein. Messieurs, dames, on va parler football. Nouvel ennemi débloqué, les Paraguayens. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais... On vous déteste, les joueurs du Paraguay. Pas les Paraguayens en général. Quoique, en fait, il y a tellement une proximité, des similitudes entre les Paraguayens et les Argentins. Quand on voit le discours de certains députés paraguayens qui parlent d'un Mbappé qui a été élevé à la noix de coco, le fait qu'il n'ait pas croisé de personnes plus intelligentes que des chimpanzés, ça fait penser à l'Argentine. On a l'impression que voilà, c'est un continent, pas tout le monde, mais en tout cas certains pays, voilà, le racisme il est bien ancré. Parlons de cette nouvelle équipe ennemie débloquée, les Paraguayens. Mais on va où là? Non mais l'arbitre il était où? C'était quoi? C'était un arbitre qui était prévu sur l'UFC? On l'a appelé, on dit attends, je sais que t'es à l'UFC normalement, tu arbitres du MMA, mais on a un match de foot, la France-Paraguay, ça te tente? Ouais, c'est bon, non mais c'est quoi ce match? Regardez les fautes. Essaye de nous faire sortir du match. Ah, c'est là où il faut rester. Bien évidemment, mais c'est là où il faut rester calme. Avec le pied droit de Diego Gomez et la superbe sortie de Mike Maignan. Même là, ils vont jusqu'à la provocation. Mike Maignan est par terre, a le ballon dans les mains. Il faut garder son calme. Pour Mbappé qui est passé face à Andrés Cubas. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. Essaye de nous faire sortir du match. Ah, c'est là où il faut rester. Bien évidemment, mais c'est là où il faut rester calme. Ils attendent que ça. C'est leur match. C'est une des seules façons pour eux de provoquer, de faire sortir des joueurs qui sont plus forts, évidemment, ils le savent. En train d'emmener les Bleus dans le match qu'ils souhaitaient. Exactement. Les Paraguayens, en fait, dans le Vescuba, c'est clair sur Kylian Mbappé. Et ces petites fautes à répétition, ça agace. Et on peut le comprendre. Ça agace, mais on le savait avant ce match que ça allait se passer de cette manière. Mbappé pour Dembélé. Dembélé face à Junior Alonso. Dembélé. Et en allant dans cette surface de réparation, il y a contact. Pas un gros contact, mais contact. C'est l'esprit en fait. Sur le bras, il faut que l'arbitre s'en occupe de ce genre de geste. Regardez les tentatives de déstabilisation des Paraguayens, notamment autour d'Ousmane Dembélé. Les joueurs sont venus frotter leurs crampons près du point de pénalty. Devant lui, il y a d'espace Désiré Doué, et qui est entré pour ça, pour amener tout son talent. Une nouvelle fois, une petite explication entre Kylian Mbappé et Cáceres. Il y a un mauvais geste, même si c'est sur le tibia. Ça doit être sanctionné, ça. Il y a un mauvais geste de Juan José Cáceres qui doit être sanctionné à minima d'un carton jaune. Désiré Doué, faute sur Dayo Upamecano. Ah, c'est un drôle de match qu'on est en train de vivre. On a très grosse faute. C'est une grosse faute. Il doit être sanctionné. À la main dans le visage de Jules Koundé. Quasiment l'intégralité du banc de l'Albiroja. C'est le cas également du côté de l'équipe de France. Et le petit coup dans le visage de la part de Galarsin. Le Paraguay n'a pas joué avec ses armes, il a joué avec des armes. Je sais pas si on se rend compte que les images que je viens de vous montrer sont réelles. Pas un seul carton jaune. Mais ça, on en parlera demain. Je vais faire une vidéo dédiée. Alors, c'est pas tant foot, c'est plutôt corruption. Pour que vous compreniez un petit peu où on est. La FIFA, tout ça. On en parlera demain sur la chaîne principale. Donc, pas un carton jaune, alors que nous, on a eu 3 cartons jaunes. Si je dis pas de bêtises. Il n'y a rien à retenir de ce match, si ce n'est qu'on a été fort mentalement. Ça, c'est déjà pas mal. Place au match contre le Maroc jeudi, que le meilleur gagne. J'espère que ce sera nous. En tout cas, force à nos amis marocains. On va écouter Bastos qui a parlé du match. Et c'est dur des fois d'entendre des gens. Je vous laisse écouter, on en parle après. Ouais, le Paraguay, c'est vraiment des tricheurs. Moi, ce que je vois dans ce match-là, je vois surtout les joueurs français qui se jettent par terre à la moindre occasion. Et une équipe de France qui est censée être la favorite, qui est pas capable de marquer un but normal, hors décision subjective, arbitraire de l'arbitre, contre une équipe comme le Paraguay. Mais non,
Ça, il y a personne qui le dit. Hein. Tout le monde est là en train de dire ah ouais, le Paraguay, c'est vraiment une sale nation. C'est des gros enfants. Que des bolos. Il y a pas une personne qui est capable d'avoir une vraie opinion solide, correcte, argumentée. Tout le monde répète bêtement, encore et encore, bêtement. Mais si on dit sauter par la fenêtre, ça saute par la fenêtre. Et dans un sport, dans un jeu, il y a des règles. Et il y a 1000 manières de jouer ce sport, 1000 manières de jouer ce jeu. Et moi, franchement, je préfère le foot un peu costaud que le foot de tapette. Les Allemands, contre le Paraguay, ils n'ont pas fait les fragiles. Hein. Ils ont joué. C'était d'ailleurs un super match. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir Bastos ? C'est-à-dire que dans le monde entier, il y a des spécialistes de foot, des gens qui ont dédié leur vie à ce sport, à le comprendre, à y jouer, à l'analyser, à transmettre. Mais en fait, et tous ces gens disent la même chose. Le match du Paraguay est une honte absolue. Il n'y a que les gens au Paraguay qui disent « Non, mais tout va bien ». Mais heureusement, nous, on a Bastos pour nous mettre sur la voie de la raison. On n'est que des bolosses. On comprend rien. Bastos, lui, il connaît. C'est-à-dire que on a tous le même avis. Et si on a le même avis, c'est parce qu'on est des moutons. On n'a pas tous le même avis parce que potentiellement, c'est peut-être ce que tout le monde voit. Non, c'est parce qu'on est des moutons. Donc, selon Bastos, avoir son propre avis, c'est avoir un avis différent. Ah bah, la Terre est plate, hein. Let's go, on y va. Et d'ailleurs, la fin de son intervention résume parfaitement à quel point Bastos ne connaît rien au football et peut-être même au sport en général. Je préfère le foot un peu costaud que le foot de tas. Ben, en fait, c'est justement parce que l'arbitre n'a pas joué son rôle que le match a été comme ça. Parce que normalement, un arbitre normal, avec des yeux, pas une canne blanche et un labrador, il met 3-4 cartons aux Paraguayens pour les calmer direct. Nous, à mon avis, on en a peut-être un sur le tacle de Manu Koné. Et en fait, la physionomie du match n'est pas la même. Parce que quand tu prends plusieurs jeunes, tu te détends un petit peu. Tu fais moins de fautes parce que tu as peur de prendre un rouge et de pénaliser ton équipe. C'est pas la rue, quoi. Parce que si vraiment c'est la rue et qu'on joue un foot dur, les Paraguayens, on les envoie aux urgences. Enfin bref, son intervention m'a grave tendu. Il le dit lui-même, hein. Il aime pas l'équipe de France, il aime pas certaines prises de parole. Enfin, ouais, il aime pas l'équipe de France. C'est-à-dire que jeudi, il veut que le Maroc gagne. Il est pour le Maroc. Ouais, mais j'aime mon pays, c'est pour ça que je reste, sinon je pourrais devenir plus riche. Ouais, ok. Pour lui, le foot, c'est un sport de golemont. Il trouve ça triste que des gens aient besoin du foot pour se sentir bien. Ouais, bah il y en a qui font des live Twitch le soir pour évacuer leur frustration. Chacun son truc. Je pense que le sport, le football, a plus apporté à l'humanité que des live Twitch. Moi, je vous avoue qu'en tant que passionné de sport, ça me fout la haine d'entendre des discours comme ça, de catégoriser les gens par rapport au sport qu'ils aiment. Ouais, alors le foot, c'est un truc de golemont, de trucs de machin. Enfin, quand on vient de la télé-réalité, je suis pas sûr que ce soit bien de dire tel truc, c'est pour les golemons. Parce que s'il y a bien vraiment un truc de goal-but, c'est bien la télé-réalité. Enfin bref, pour moi, il n'y a rien de plus beau que le sport. Tous les sports, hein. Je veux dire, ça apporte tellement de choses aux gens. Vive le sport. L'affaire Jean Portmanov, c'est vrai qu'on a un petit peu oublié ce drame. Aujourd'hui, c'est le procès des co-streamers Naruto-V et Safin. Risque les streamers Naruto-V et Safin. Les deux vidéastes azuréens, partenaires de Jean Portmanov, sont jugés à partir du lundi 6 juillet, entre autres pour violence en réunion, provocation à la haine et abus de faiblesse. Le 18 août 2025, le créateur de contenu de 46 ans, Raphaël Graven, connu sous le nom de Jean Portmanov, est décédé en plein live après 12 jours de stream le montrant violenté et humilié par les deux streamers sur la plateforme Kick. L'autopsie n'avait pas établi de lien direct entre la mort et les violences subies et avait plutôt conclu à un décès causé par une déficience cardiovasculaire. Avant le drame, en décembre 2024, une enquête de Mediapart avait révélé que Jean Portmanov et d'autres personnes subissaient des sévices répétés de la part de Naruto et Safin, notamment de la privation de sommeil ainsi que des violences physiques et psychologiques. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte, entre autres pour provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap, violence en réunion et violence sur personnes vulnérables. Les deux prévenus ont été placés en garde
garde à vue à plusieurs reprises. Safin, l'un des 2 animateurs de la chaîne, conteste les accusations de violence et parle d'un humour sans limite et d'un amusement rémunérateur. Son binôme, Naruto, reconnaît une part de violence et d'humiliation verbale, physique ou psychologique et une scénarisation partielle. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo d'actu. En attendant, prenez soin de vous, Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.